ce webinaire organisé par Nestlé Health Science. Donc, je suis Sylvie Papin, responsable des affaires médicales sur le périmètre de la nutrition clinique en oncologie et au sein des parcours périopératoires. Et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette session. Ce webinaire intitulé Prise en charge périopératoire, quels enjeux en 2023 est animé par deux orateurs experts. Donc, le professeur Cindy Nozillet, gastro-entérologue oncologue à l'Institut Curie à Saint-Cloud, qui est également membre du comité scientifique de la SFNCM. Donc, le professeur Nozillet est spécialiste des cancers digestifs et a notamment coordonné le chapitre dédié à la nutrition et à l'activité physique au sein du Thésaurus national de cancérologie digestive et a également réalisé de nombreux travaux sur les bénéfices de l'activité physique adaptée associée à la nutrition médicale dans les parcours de soins. Notre second orateur, le professeur Stéphane Schneider, gastro-entérologue nutritionniste au CHU de Nice, est également président du comité de nutrition artificielle à domicile de la SFNCM et trésorier de la Société européenne de nutrition clinique et métabolisme. Donc, le professeur Schneider est responsable de l'unité de support nutritionnel du centre labellisé du CHU de Nice et a participé à de nombreux travaux et protocoles de recherche clinique, lui conférant une grande expertise dans de nombreux domaines, dont la nutrition médicale et la dénutrition. Vos micros et caméras seront coupés durant les présentations qui seront enregistrées. Vous pouvez poser vos questions grâce à votre boîte de dialogue à la fin des présentations. Professeur Nozillet, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'ai de l'écho par contre. Je ne sais pas si... Non, c'est bon, c'est parti. Très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je vais commencer ce webinaire en resituant les enjeux du parcours patient en périopératoire et en repositionnant quelques définitions. Et ensuite, le professeur Schneider repositionnera plus spécifiquement les données concernant l'immunonutrition. Alors, mes liens d'intérêt. Et donc, on va être amené à parler d'entités que vous connaissez bien, à savoir la dénutrition, mais aussi la sarcopénie et la cachexie, qui sont trois entités fréquentes en cancérologie, avec des définitions qui sont partiellement chevauchantes, mais pas complètement synonymes. Et donc, cette diapo visait à vous rappeler que la dénutrition a une définition qui est essentiellement clinique et qui repose, pour ce qui est de ses critères phénotypiques, sur la perte de poids et l'indice de masse corporelle principalement. La sarcopénie a été donc une entité définie initialement en gériatrie pour désigner la perte de masse et de fonction musculaire liée à l'âge et ensuite transposée dans le domaine des maladies chroniques, notamment d'oncologie sous le terme de sarcopénie secondaire pour désigner les problématiques de perte musculaire en lien avec ces maladies. Et la cachexie désigne la perte de masse maigre et de masse grasse en lien avec un mécanisme inflammatoire. Et donc, ces trois entités sont représentées fréquemment en cancérologie. Et ces dernières années, il y a eu un gros travail autour de recommandations des différentes sociétés savantes au niveau européen et international pour soutenir davantage d'attention portée par les oncologues sur ces problématiques. Pourquoi? Donc parce qu'on l'a vu, elles sont particulièrement fréquentes. Dans les enquêtes Nutri-Cancer, la prévalence de la dénutrition, tout cancer confondu, était autour de 40%. Et au cours de cette présentation, on va être amené à parler plus particulièrement des chirurgies à haut risque et c'est les chirurgies en particulier des cancers digestifs. Et pour ces cancers digestifs, la prévalence de la dénutrition est même davantage augmentée avec 70% de patients dénutris donc pour le cancer du pancréas et plus de 2/3 des patients pour ce qui est des cancers œsogastriques. Cette dénutrition, il faut s'y intéresser parce qu'elle représente une perte de chance pour les patients sur toutes les dimensions de leur vie, à la fois sur leur qualité de vie, sur leur survie, mais elle est aussi associée à une augmentation du risque de complications, que ce soit de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, un risque augmenté également d'infection, et ce sont des patients qui sont plus souvent hospitalisés, qui sont hospitalisés plus longtemps et donc qui génèrent des coûts de soins plus importants. Et ces patients ont en plus une forme de double peine, à savoir que non seulement les traitements sont moins bien tolérés, mais ils sont aussi moins efficaces chez ces patients. Concernant le domaine périopératoire, je vous ai présenté sur la droite de cette diapositive une méta-analyse qui avait repris les différentes études concernant la chirurgie carcinologique digestive et qui soulignait que chez les patients sarcopéniques, on observe une augmentation significative des différentes complications, qu'elles soient totales, majeures, des réadmissions, des infections, de la mortalité à 30 jours, des durées de séjour et des coûts d'hospitalisation.
On a également cette étude qui a été récemment publiée, menée sous la direction du professeur Piessène, donc du CHU de Lille, qui a repris les données du PMSI concernant les complications de la chirurgie digestive oncologique et qui a montré qu'un quart des patients ont présenté des complications dans les suites de leur intervention, malgré le fait qu'il y a eu une amélioration de la prise en charge périopératoire ces dernières années, notamment avec le développement de la RAC. On va revenir sur les définitions un peu plus tard. Et la majorité de ces complications étaient des complications infectieuses. Et il était par ailleurs mis en évidence que le volume chirurgical dans les données PMSI est représenté pour 2/3 par des interventions en lien avec la chirurgie du cancer du côlon. Et le message à retenir, c'est que ce n'est pas simplement un état de fait, un constat. Il faut voir ces éléments comme une opportunité et un signal d'action, à savoir qu'on peut impacter positivement la trajectoire du patient et limiter ses risques de complications, mais à condition d'intervenir. Et pour intervenir efficacement, il faut intervenir précocement parce qu'on sait que ces phénomènes de dénutrition sont des phénomènes dynamiques et que plus on les laisse s'installer dans le temps, plus il est difficile de les réverser, de corriger en fait la dénutrition. Et donc, le message à retenir, c'est qu'il y a une double menace qui pèse sur nos patients, à la fois la menace tumorale en elle-même, mais également la menace nutritionnelle, et que le parcours oncologique optimal doit intégrer en parallèle à la fois la prise en charge oncologique spécifique, mais en même temps également la prise en charge nutritionnelle avec le même raisonnement que pour le parcours tumoral, à savoir une prise en charge qui commence dès la consultation d'annonce, dès le diagnostic, et qui est réévaluée régulièrement au cours du parcours du patient afin d'être réadaptée en fonction de l'efficacité de l'intervention. Donc, ça repose sur 2 étapes, une étape de diagnostic, puis une étape d'intervention. Pour le diagnostic, vous connaissez les critères de la HAS qui ont été réactualisés en 2019 pour les moins de 70 ans, en 2021 pour les plus de 70 ans. On a parlé des critères de perte de poids et d'indice de masse corporelle et aussi de cette nouvelle dimension avec une attention particulière portée aux muscles, avec l'évaluation de la composition corporelle et de la force musculaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un certain nombre de patients qui, même s'ils n'ont pas perdu de poids et qu'ils ont un IMC normal, non diminué, peuvent être pour autant dénutris sur cet aspect finalement de composante musculaire. Il s'agit plus particulièrement des patients qui sont en situation d'obésité sarcopénique, par exemple, et qui sont une entité qui est de plus en plus fréquente en cancérologie digestive parce que l'obésité constitue en elle-même un facteur de risque pour la plupart des cancers digestifs. Et donc, il est important d'évaluer aussi cette composante musculaire et ça passe par l'évaluation de la composition corporelle qui peut être faite sur l'imagerie scanner en coupe L3 en étudiant la surface musculaire indexée ou par bioimpédancemétrie, par exemple, qui sont disponibles dans la plupart des équipes de diététique et de nutrition. Et par ailleurs, la composante de fonction musculaire qui est évaluée par 3 tests simples, le hand grip test pour le membre supérieur, le test de levée de chaise pour les quadriceps et le test de marche de 6 minutes qui évalue davantage la composante d'endurance. Et donc, ces tests, ils doivent rentrer dans notre routine clinique pour ne pas passer à côté d'une dénutrition chez nos patients. Ensuite, concernant l'intervention, il y a 2 piliers qui doivent être considérés comme indissociables pour que l'intervention soit efficace. C'est d'un côté la nutrition et de l'autre l'activité physique, avec pour ce qui est de la nutrition, les objectifs protéino-caloriques qui sont fixés par les recommandations de l'ESPEN, avec 30 kilocalories kilo jour et 1,5 g de protéines par kilo et par jour, et qu'on doit couvrir par nos différents outils donc nutritionnels, avec le conseil diététique pour tous les patients, les compléments nutritionnels oraux, même chez les patients non dénutris, dès lors qu'ils présentent une diminution de leurs ingestats. Et puis chez les patients dénutris, si les compléments nutritionnels oraux ne sont pas suffisants, le recours à la nutrition artificielle, entérale et ou parentérale. Et on a souligné aussi ici qu'il était important d'aller au-devant des éventuelles croyances des patients sur les jeûnes et les régimes restrictifs. C'est fréquent en cancérologie et si on n'aborde pas le sujet, il peut y avoir des pratiques de nos patients qui sont faites sans nous en informer, alors qu'il faut maintenir en fait une alliance thérapeutique également sur ces aspects-là avec les patients et également de ne pas encourager l'utilisation de supplémentation en vitamines s'il n'y a pas de carence identifiée, en particulier pour les vitamines antioxydantes qui pourraient interagir négativement avec les traitements antitumoraux.
Concernant ces interventions nutritionnelles, on dispose de niveaux de preuves dans la littérature qui nous montrent qu'elles sont efficaces chez les patients atteints de cancer. Et je vous ai remis ici les résultats de la cohorte dédiée aux patients atteints de cancer dans l'étude EFFORT qui avait évalué une intervention en step-up, CNO, puis nutrition entérale, puis nutrition parentérale chez des patients hospitalisés et qui avait montré donc que cette intervention nutritionnelle précoce permettait d'améliorer la survie et de diminuer les complications chez les patients atteints de cancer hospitalisés. Deuxième pilier, c'est l'activité physique avec deux types d'exercices qui sont utilisés, des activités dites d'endurance pour faire travailler les fonctions cardio-respiratoires et qui visent à casser le cercle vicieux de la fatigue et du déconditionnement, à savoir que du fait du cancer, du fait des traitements, les patients bougent moins et qu'en bougeant moins, ils perdent des capacités cardio-respiratoires à l'effort et il devient alors encore plus difficile de bouger. Et donc, la seule manière de casser ce cercle vicieux, c'est en limitant finalement les temps de sédentarité et en étant le plus actif possible. Et par ailleurs, le deuxième élément, c'est le renforcement musculaire. Il ne suffit pas d'apporter les protéines, il faut ensuite faire travailler le muscle pour que ça se transforme en masse musculaire. Et donc, ces exercices, ils visent à lutter contre la sarcopénie et aussi à normaliser le muscle parce qu'on sait que dans le contexte du cancer, il y a une dysfonction mitochondriale au niveau des fibres musculaires et un micro-environnement qui est davantage inflammatoire et le fait de stimuler la fibre permet de normaliser ça. Chez les patients âgés, on rajoute également une composante de travail de la souplesse et de l'équilibre et de donner les conseils généraux de limiter les temps de sédentarité. L'activité physique, au-delà de son effet sur le muscle et sur les fonctions cardio-respiratoires, a aussi de multiples autres bénéfices qui commencent à être mieux démantelés par des études mécanistiques, notamment dans des modèles murins, mais aussi chez les patients, qui montrent des effets sur le système immunitaire, sur le microbiote et également sur la tumeur en elle-même et son micro-environnement et qui font qu'il y a de nouvelles applications qui se développent pour l'activité physique. Dans le contexte du périopératoire, il est important de distinguer deux choses. D'un côté, la réhabilitation améliorée après chirurgie, ce qu'on appelle la RAC, et la préhabilitation. Il y a souvent une confusion entre les termes, en particulier parmi les chirurgiens. La RAC, c'est quelque chose qui est assez ancien maintenant, qui a plus d'une dizaine d'années, et qui va concerner la période immédiatement périopératoire, sur les jours autour de l'intervention, pour limiter les complications et favoriser la récupération du patient. La préhabilitation, ça va être sur une dimension temporelle différente puisque c'est sur plusieurs semaines avant la chirurgie et ça vise à optimiser les capacités fonctionnelles du patient pour qu'il arrive gonflé à bloc à la chirurgie et qu'il perde moins dans les suites de cet événement de stress que va constituer la chirurgie et qu'il puisse récupérer plus rapidement pour reprendre par exemple son traitement en post-opératoire. Donc c'est vraiment deux interventions qui sont complémentaires. Donc la RAC, elle comprend donc une multitude de mesures, c'est vraiment très multimodal, dont certaines mesures qui sont focalisées autour de l'intervention nutritionnelle, comme la limitation du jeûne préopératoire, la charge glucidique avant l'intervention et la reprise alimentaire orale précoce après la chirurgie. Et là, je vous avais remis les éléments justement d'argumentation sur cette charge glucidique qu'on peut donner avant l'intervention, dont il a été montré qu'elle permettait de réduire la durée de séjour et les complications chez les patients dans le domaine de la chirurgie, notamment digestive. Concernant la préhabilitation, elle est elle aussi multimodale avec trois piliers donc principaux que sont le support nutritionnel, l'activité physique adaptée et également un soutien psychologique de préparation à l'intervention. Pour le soutien nutritionnel, ça reprend les recommandations que je vous avais montrées précédemment de l'ESPEN avec les objectifs protéino-caloriques et les différents outils. Et les études dont on dispose à l'heure actuelle sont assez hétérogènes, mais quand on les compile ensemble dans le cadre de méta-analyses, ce qui ressort, c'est qu'il y a un bénéfice de ces interventions de préhabilitation sur la récupération fonctionnelle, sur la douleur, sur l'expérience patient, sur la durée de séjour et sur les coûts de soins.
Il y a même certaines études randomisées bien construites qui commencent à sortir, en particulier dans le domaine de la chirurgie digestive, avec cette étude publiée dans le JAMA Surgery l'été dernier, chez les patients atteints de cancer colorectal, et qui montrait qu'une préhabilitation courte de 4 semaines chez ces patients permettait d'améliorer les différents tests fonctionnels et de réduire de 50% les taux de complications. Donc, du niveau de preuve, là aussi, qui devient palpable et qui justifie de mettre en place ces parcours dans la routine. Mais il n'y a pas vraiment de consensus autour des modalités précises et il faut savoir rester critique sur nos pratiques et sur l'efficacité de nos parcours. Et là, je voulais vous illustrer ça à travers notre expérience à Curie, où, étant particulièrement sensible à ces aspects de dénutrition, nous avions mis en place un parcours de soins de support intégrés pour nos patients en oncologie digestive, où, sur la base d'un score de fragilité, on identifie des patients qui sont ambulatoires mais à risque de décompensation nutritionnelle, par exemple parce qu'ils ont un cancer pancréatique métastatique ou des comorbidités ou des symptômes non contrôlés. Et ces patients ont une intervention très cadrée avec un suivi par notre infirmière de pratique avancée et des réévaluations par la diététicienne préprogrammées à 2 ou 4 semaines et une réévaluation ensuite par l'équipe de soins de support complète à 2 mois. Et on pensait que ce parcours était un bon élément pour cadrer d'un point de vue nutritionnel nos patients, un peu quelle que soit la situation, sauf que lorsque l'on s'est intéressé à notre cohorte de patients plus spécifiquement en périopératoire de cancers digestifs dont la chirurgie est lourde, donc les cancers œsogastriques et les cancers du pancréas, on s'est aperçu que cette intervention n'était pas suffisante pour améliorer l'état nutritionnel de nos patients, puisque les patients dénutris modérés finissaient dénutris sévères et que les non dénutris finissaient dénutris et que finalement seulement les patients dénutris sévères pour lesquels on était davantage proactifs dans l'intervention nutritionnelle voyaient leur état nutritionnel se stabiliser ou s'améliorer. Donc le message, c'est que dans le contexte du périopératoire, il faut être plus offensif en termes de dose-intensité de nos interventions de nutrition et d'activité physique pour espérer voir une évolution de l'état fonctionnel de nos patients. Dans l'étude que je vous avais montrée dans le cancer colorectal, c'était 3 séances d'activité physique par semaine. Donc les patients devaient se déplacer à l'hôpital pour faire les séances d'activité physique adaptées. Ce n'est pas forcément adapté à toutes les structures et notamment en France, il est difficile de faire revenir les patients entre les séances de chimiothérapie, plus encore lorsqu'ils ont des trichimiothérapies lourdes en effets secondaires, comme c'est le cas pour les cancers œsogastriques ou du pancréas. Et donc, raison pour laquelle, dans le cadre d'une étude pilote qui s'appelle Pop-up, notre infirmière de pratique avancée évalue chez 70 patients un programme de préhabilitation pour ces cancers œsogastriques et pancréatiques en périopératoire qui s'appuie sur un suivi en distanciel avec une application qui permet de faire de l'activité physique adaptée de façon supervisée et personnalisée, mais sans que le patient n'ait à se déplacer à l'hôpital pour pouvoir comme cela atteindre le degré d'intensité d'au moins 3 séances par semaine. Et par ailleurs, un suivi nutritionnel qui est renforcé, qui au lieu d'être tous les 15 jours lorsque le patient vient en hôpital de jour, est hebdomadaire pour avoir davantage de réactivité sur l'intervention nutritionnelle. Et ce parcours, il est pendant 8 semaines avant la chirurgie, pendant que les patients font leur chimiothérapie préopératoire. Il reprend aussi en post-opératoire, puisque l'objectif, c'est que le patient complète sa séquence thérapeutique qui comprend de la chimio avant, de la chimio après et au milieu l'intervention chirurgicale. Donc là, c'était pour vous remettre les recommandations de l'ESPEN et donc qui insiste bien sur cette optimisation nutritionnelle à la fois en préopératoire et en post-opératoire avec la reprise alimentaire précoce et le recours à la nutrition artificielle si les besoins ne sont pas couverts dans les 7 jours qui suivent l'intervention chirurgicale. Donc, si on reprend un petit peu les points des recommandations de la Société de nutrition, alors celles qui sont toujours en ligne sur le site de la SFNCM datent du temps de la SFNEP, qui parlait encore de grade nutritionnel. Et comme on le disait, pour la chirurgie digestive, c'est toujours des chirurgies à risque élevé de morbidité. Donc, on est soit dans des GN2, soit dans des GN4.
Et donc, le message était que pour les patients qui étaient dénutris, ça nécessitait le recours à un support nutritionnel artificiel en périopératoire. Et pour les patients non dénutris, il y avait une place qui était mise pour donc l'immunonutrition chez ces patients. Mais on va revenir en détail par la suite. Mais les choses ont changé depuis ces recommandations de la SFNEP, avec notamment une actualisation des recommandations de la HAS qui avait restreint le champ d'application pour le remboursement de l'immunonutrition uniquement au cancer colorectal, sur des données dont Stéphane va vous reparler juste après. Mais ces recommandations de la HAS qui se limitent en cancer colorectal viennent un peu en contradiction avec les recommandations de l'ESPEN qui continuent de recommander le recours à l'immunonutrition pour les chirurgies digestives du tractus digestif haut. Dans les recommandations du TNCD, après avoir fait voter nos différents experts, il a été décidé de maintenir la recommandation en faveur de l'immunonutrition en se rapprochant davantage des recommandations de l'ESPEN et du fait de la littérature contrastée dont Stéphane va vous reparler juste après. Donc, les messages importants concernant le parcours patient en périopératoire, c'est qu'il faut évaluer systématiquement l'état nutritionnel de tous nos patients pour mettre en place une intervention qui soit précoce et personnalisée, se fixer les objectifs caloriques et protéiques à atteindre et les couvrir, quelle que soit la stratégie de soutien nutritionnel. Combiner nutrition et activité physique, les voir comme deux piliers indispensables pour une intervention nutritionnelle efficace. Développer les programmes de préhabilitation pour lesquels on voit qu'il y a du niveau de preuve dans la littérature et qui sont des enjeux en termes d'organisation pour nos services, mais qui doivent vraiment être développés et qu'il faut bien distinguer de la RAC dont ils sont complémentaires. Et il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes, notamment pour la conception des essais cliniques, parce qu'avec ce niveau de preuve qui devient de plus en plus fort, il devient de plus en plus compliqué de faire des bras contrôle qui soient avec une absence d'intervention, puisqu'en fait, le standard devient l'intervention pour tout le monde. Et il y a aussi cette question de la place de l'immunonutrition dans le cadre de ces stratégies de préhabilitation et de RAC, de savoir exactement quelle en est la valeur ajoutée dans ce contexte spécifique, puisque les choses ont beaucoup bougé ces dernières années. Voilà, donc je vais passer la parole à Stéphane pour vous parler maintenant du versant immunonutrition. Merci beaucoup Cindy, et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais, si ça fonctionne, voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc, ravi d'être avec la professeure Neusillet pour discuter avec vous aujourd'hui, et donc, rassurez-vous, on va vous laisser du temps de discussion. Voilà les petits liens d'intérêt, et on va commencer par une définition. Qu'est-ce que l'immunonutrition ? Alors, il y en a plusieurs, j'aime bien celle-là. C'est une intervention nutritionnelle capable non seulement de fournir les nutriments essentiels au maintien des fonctions organiques de base, mais aussi de renforcer le système immunitaire. Ça, c'est très important. On en parlera dans les conclusions. Ça va être efficace si on l'apporte en plus de la couverture des besoins, et non pas à la place. La pharmaconutrition est une autre façon de le nommer. Alors, qu'est-ce qui a été utilisé depuis, je dirais, depuis une quarantaine d'années à partir des études et une trentaine d'années à partir de la commercialisation? Ce sont avant tout des acides aminés, l'exemple principalement l'arginine, la glutamine, mais aussi des nucléotides, des acides gras oméga 3, vous voyez, des acides aminés ramifiés, leucine, valine, isoleucine, la taurine, le lactosérum, le TGF-bêta, le dérivé de la leucine qui est le bêta-hydroxyméthylbutyrate. On peut également utiliser des doses pharmacologiques d'antioxydants, parce que vous savez que les antioxydants contenus dans les compléments nutritionnels et la nutrition entérale sont assez limités par la réglementation. Le tout peut être utilisé isolément ou en cocktail, on le reverra. Et voici des produits, une liste de produits qui ont été ou sont utilisés et commercialisés en France. Beaucoup ont disparu, certains n'ont jamais été commercialisés en France, et vous voyez bien sûr le premier d'entre eux qui est encore disponible est l'Impact. Et donc globalement, on peut, quand on étudie l'immunonutrition, mais finalement on a d'un côté les acides aminés, de l'autre côté le reste,
Et comme situation, on a principalement la situation périopératoire qu'on aborde aujourd'hui, mais également la situation de réanimation. Alors, au niveau acide aminé, celui le plus étudié, surtout dans la situation qui nous intéresse, c'est l'arginine. Et l'arginine a plusieurs voies de devenir dans l'organisme. C'est un acide aminé qui n'est pas un acide aminé essentiel, mais qui peut l'être, qui peut être donc conditionnellement essentiel dans des situations d'agression. Et parce que sa biodisponibilité va être diminuée en cas d'agression, de trauma, de sepsis, par exemple. Et vous voyez ici que vous avez différents devenirs de l'arginine par le biais de la transformation en d'autres acides aminés. Et vous voyez ici, via l'ornithine, la synthèse de polyamine, via la citrulline, la production de composés azotés, et vous avez surtout un effet important sur la libération de différentes hormones qui sont des hormones impliquées dans les réactions de phase aiguë. Vous avez également les oméga-3, et donc vous savez que les oméga-3 ont un effet anti-inflammatoire, anti-agrégant, que c'est principalement au sein de la voie de l'acide alpha-linolénique, c'est principalement l'EPA et la DHA, que c'est une voie qui est compétitive avec une voie favorisée qui est celle des oméga-6, qui est plutôt pro-inflammatoire. Mais là, on va obtenir un effet anti-inflammatoire, mais également un effet anabolisant. Et l'effet sur le muscle peut se mesurer, selon les études, tant sur la masse que sur la force et sur la fonction. Alors au total, l'immunonutrition, et en tout cas dans les études expérimentales au départ, est intéressante parce qu'en utilisant donc des cocktails pour l'immunonutrition, on va pouvoir avoir un effet anti-inflammatoire qui va passer par l'inactivation de la voie NF-κB, mais également un effet positif sur les défenses immunitaires qui va intervenir dans la fourniture de substrats, vous voyez, tant aux entérocytes qu'aux lymphocytes T et aux cellules naturelles killer. Alors, ça commence à être étudié dans les années 90, et en fait, vous voyez ici une méta-analyse, tout produit d'immunonutrition considéré donc, par notre collègue canadien Darren Hayland, et qui a séparé, ici, vous voyez les patients qui ont une chirurgie élective des patients de réanimation. Ce qu'on peut voir, c'est que l'effet sur ici les complications infectieuses dans 18 études est favorable, mais que ça paraît plus favorable chez les patients périop que chez les patients de réanimation. Et d'ailleurs, dans cette même méta-analyse, vous voyez que si on s'intéresse à la mortalité, donc vous avez ici, chez le patient de réanimation et chez le patient chirurgical, pas de différence. Par contre, complications infectieuses, différence significative uniquement en périop. Et pour ce qui est de la durée de séjour, la différence n'est valable que pour périop. Donc, on a d'emblée quelque chose d'assez favorable. Pour autant, on mélange des torchons et des serviettes, des produits très différents. Et surtout, à l'époque, il y a quand même des grosses critiques parce que les doses sont variables, les durées sont variables, le nombre de patients inclus est petit et la méthodologie est très critiquable, à savoir, beaucoup d'études utilisent la supplémentation systématique versus le fait de ne rien faire, y compris donner des conseils de base. Donc, c'est très critiqué. Et on va arriver à des études de nos amis de Milan, qui vont sortir toutes les deux en 2002. Le premier travail, donc avec Marco Braga comme premier auteur, en fait, vous voyez 150 patients qui ont été admis pour une chirurgie carcinologique digestive. Alors, c'est toujours à peu près un tiers de œsophage-estomac, un tiers de pancréas, un tiers de côlon-rectum. Et vous avez ici des patients qui sont modérément à sévèrement dénutris avec une perte de poids moyenne de 13%. Et on va les randomiser pour recevoir soit rien en préopératoire, puis une nutrition entérale standard post-op qui couvre les besoins, soit de l'oral impact en préopératoire et une nutrition entérale standard post-op, soit de l'oral impact en préopératoire et de l'entéral impact en post-opératoire. Les deux groupes nutrition entérale sont iso-azoté et iso-énergétique. Ce qu'on va voir, vous avez ici
ce n'est pas un pourcentage, c'est un nombre total. Donc sur 50, vous voyez, c'est important. C'est 21 complications sur 50 malades chez les patients qui ont eu rien puis une nutrition entérale standard. Et vous voyez qu'il y a une différence, pas significative avec impact puis standard, mais significative avec impact puis impact. Et dans les deux groupes où l'impact est présent, on observait une diminution de la durée moyenne de séjour. Même équipe, autre étude, et ici on va avoir plus de patients, vous voyez 305 patients au lieu de 150, et donc on va prendre cette fois-ci des patients non dénutris. Alors on pourra discuter le non dénutri parce qu'entre 5 et 10%, on considère nous que ce sont des dénutris. Mais cancer digestif, toujours les mêmes, et on va comparer le standard of care qui va être des conseils diététiques à l'immunonutrition avant-après, péri-op, et à celle qui est juste donnée en pré-op. Et vous voyez ici les complications, pré-op, péri-op et absent. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de complications en l'absence d'oral impact, avec une durée de séjour qui est également augmentée si en l'absence d'impact. Donc ce sont quand même deux études phares qui vont conduire d'ailleurs largement à la prise en charge du produit. Et on va franchir les années 2000 avec quand même un grand enthousiasme. Et à côté de ça, évidemment, on développe toujours l'immunonutrition en réanimation. Et on va arriver à l'étude internationale Redox. Donc vous avez 1223 malades de réanimation dans le monde entier qui vont être randomisés pour recevoir ou non de la glutamine et ou recevoir ou non des antioxydants à dose pharmacologique. Antioxydants, on n'oublie aucune différence. Par contre, malheureusement, vous voyez ici une augmentation de la mortalité à 28 jours et à l'hôpital et à 6 mois dans le groupe ayant reçu de la glutamine. Et alors, l'explication potentielle est l'inclusion d'insuffisants rénaux, l'explication potentielle est le fait qu'ils ont eu double dose entérale plus IV, mais ça va jeter un froid et toutes les recommandations en faveur de la glutamine vont passer de oui, niveau de preuve A, à non, niveau de preuve A. Et ça va jeter un froid sur toute l'immunonutrition. Et d'ailleurs, vous voyez, récemment est sorti ce travail de mon ami Stanislav Klek à Cracovie, qui a randomisé environ 300 patients non dénutris qui devaient subir une chirurgie abdominale majeure, principalement pour cancer, et qu'il a randomisé pour recevoir soit de l'oral impact, soit en isoazoté, isoénergétique, un autre CNO non immunonutrition pendant 7 jours en pré-op. Et là, il ne voit pas de différence. Et donc, ça va lui permettre de faire une belle citation qui est « Cette ère au cours de laquelle on a loué l'immunonutrition n'aura pas duré longtemps ». En fait, il faut remarquer ici que les patients ont reçu 2 boîtes alors qu'ils étaient censés en recevoir 3. Et le fait de ne pas atteindre la dose d'arginine est sans doute en cause. Pour autant, après avoir eu des études monocentriques positives, apparaissent quelques études monocentriques négatives. Il y a une réanalyse de revue systématique, et vous voyez ici ce magnifique figure de notre collègue Karim Slim de Clermont-Ferrand. Vous voyez, quand on regarde les articles compris dans les différentes méta-analyses, il n'y en a aucun qui soit compris dans toutes. Et en fait, voilà, chacun a choisi ses articles. Et quand on se rend compte quand même qu'il y a un certain risque de biais dans cette analyse-là. Donc, ça continue à jeter le froid, mais il faut voir que pendant cette période, on a un changement dans les techniques chirurgicales. Hein. Les premiers travaux des années 80-90 étaient largement en chirurgie ouverte, en laparotomie, pour passer quasi exclusivement en laparoscopie. Changement dans les techniques anesthésiques, diminution de la mortalité, et c'est beaucoup plus difficile de mettre en évidence une différence quand vous avez 10% de complications que quand vous en avez 30. Et surtout, et Cindy vous en a parlé, apparaît la RAC, et finalement, au bout du compte, on va noyer l'aspect nutritionnel. Hein, je ne parle pas de la réalimentation précoce et de la charge glucidique, mais vous voyez, la nutrition préopératoire, finalement, occupe une toute petite place au sein de l'ensemble des mesures qui constituent la RAC. Et d'ailleurs, la société qui promeut au niveau européen, au niveau mondial, cette technique,
cette approche, qui est la société ERAS, vous voyez, si on compare les récentes guidelines, quand ESPEN, comme Cindy vous le disait, continue à recommander fortement l'immunonutrition en chirurgie colorectale, en pancréatectomie, en chirurgie œsogastrique, en hépatectomie, les recommandations ERAS sont fortement contre. Pour autant, si on regarde des publications récentes, vous voyez ici ce travail chez des patients qui avaient une colectomie, 75% d'entre eux en laparoscopie, et donc vous avez chez près de 250 malades une différence significative en faveur de l'immunonutrition périopératoire pour toute complication, complications infectieuses, infection du site opératoire et comment dire, et de l'incision. Donc, malgré la recommandation, les résultats continuent à être positifs. Et si on regarde la plus récente méta-analyse qui soit sortie, eh ben, vous voyez que ça reste positif pour le côlon-rectum. Ce n'est pas significatif pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire. Ça l'est pour la chirurgie digestive haute. Ça l'est pour des mélanges de cancers. Et quant au timing de la prise, vous voyez que ça reste significatif, que ce soit en pré-op, en péri-op ou, c'est limite, en post-op. Alors, le timing a été évalué, vous voyez ici, basé sur différentes méta-analyses, on a l'impression qu'on a finalement, au bout du compte, des effets plus importants en post-op ou en péri-op qu'en pré-op, mais il y a quand même, dans quasiment toutes, sauf une, vous voyez une diminution des risques infectieux, ce qui est quand même la grosse complication. Et si je prends encore une dernière méta-analyse, vous voyez que, en fonction de la localisation de la chirurgie, on a quand même des effets, à part bas sur des changements immunitaires dans la chirurgie de la vessie, ce n'est pas des outcomes cliniques, ça, mais on a quand même des effets positifs modérés, principalement sur les complications et la plaie. À noter aussi des études positives en chirurgie orthopédique et traumatologique. Alors, quels sont les guidelines? Je vous en présente 3. Guidelines ESPEN, chirurgie, dit que l'administration péri ou au moins post-opératoire d'une formule spécifique enrichie en arginine, acide oméga-3 et ribonucléotides, c'est-à-dire l'impact, devrait être effectué chez les patients dénutris subissant une chirurgie majeure du cancer. Le niveau de preuve est insuffisant pour l'utilisation exclusive de ces formules enrichies en immunonutriments par rapport aux compléments nutritionnels oraux standards pendant la période préopératoire. Donc, eux insistent plutôt sur le post. Et là, 0, ça veut dire qu'il y a des articles en faveur. Autre statement de ces guidelines chirurgie, les CNO immunomodulateurs, l'impact, peuvent être préférés et administrés pendant 5 à 7 jours en pré-op. Et les guidelines nutrition et cancer de l'ESPEN disent, chez les patients atteints de cancer digestif subissant une résection chirurgicale, nous recommandons dans le cadre des soins péri-op une immunonutrition orale ou entérale. Donc, Cindy Neusillier a mené un remarquable travail et récemment mis à jour pour le TNCD, comme vous le disiez Sylvie tout à l'heure, et en fait recommande chez un patient dénutri avant chirurgie majeure, orale ou entérale impact en préopératoire, à compléter par une assistance nutritionnelle, principalement par voie entérale, limiter évidemment le jeûne opératoire, reprendre précocement l'alimentation et faire attention au risque de syndrome de renutrition inapproprié. Donc Cindy vous présentez également l'évolution réglementaire, et donc c'est vrai que la HAS s'est basée sur certaines études qui étaient moins positives pour limiter désormais la prise en charge. Donc pour le pré-op, c'est uniquement la chirurgie colorectale carcinologique, mais quel que soit l'état nutritionnel. Par contre, pour le post-op, c'est toute chirurgie digestive carcinologique, c'est-à-dire que pour le post-op, on peut inclure le pancréas, on peut inclure l'œsogastrique. Et dans la pratique, vous voyez, on recommande donc 3 briquettes par jour en pré-op, 4 à 5 en post-op, et si on est sur la forme entérale, c'est 2 bouteilles de 500 ml par jour en pré-op et 3 en post-op. C'est l'état actuel des choses. Les choses évoluent. ESPEN recommence à travailler sur des guidelines chirurgie. Et Arvid Weimann, qui est le premier auteur de ces guidelines,
dans un papier récemment publié, conclut en disant il y a de plus en plus de preuves que l'immunonutrition préopératoire peut être bénéfique, ce qui pourrait améliorer la recommandation des guidelines. Donc vous voyez, après cette baisse d'intérêt, on s'oriente de nouveau vers quelque chose de positif et des recommandations. Donc malgré les races, j'espère vous avoir convaincu que l'immunonutrition a encore sa place en cas de chirurgie élective majeure, c'est-à-dire en pratique pour cancer, pour la chirurgie élective, principalement colorectale, mais finalement c'est la chirurgie la plus fréquente. Or, des nutritions sévères, on va se servir des substrats, on va se servir de l'arginine finalement pour de la synthèse protéique standard, pour faire de la CRP, du fibrinogène, etc. On va pas pouvoir bénéficier de cet aspect de stimulation de l'immunité. Après, quelles études à venir? Des populations peut-être plus homogènes, peut-être des nouveaux substrats, jouer sur le microbiote par exemple, et évidemment de nos partenaires de l'industrie pour développer ces formules. Et je vous remercie pour votre attention et nous allons pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Alors, un grand merci à tous les deux pour la qualité de vos présentations et l'éclairage que vous nous apportez pour faire avancer les pratiques de prise en charge nutritionnelle et d'immunonutrition périopératoire en oncologie digestive. Alors, le temps que les questions arrivent dans le chat, déjà, j'en ai une première par rapport à votre présentation, professeur Nézillet. Comment intervenir et sensibiliser finalement pour être plus offensif pour les patients dénutris modérés que vous avez identifiés dans le travail que vous avez présenté tout à l'heure, puisque finalement ces patients seraient a priori moins pris en charge ou davantage oubliés? Je pense qu'il y a une attitude qui est souvent trop fréquente vis-à-vis de ces patients, qui est de jouer la montre avec des compléments nutritionnels oraux avant d'avoir le recours à la nutrition artificielle. Et donc, on a ce type de profil patient qui arrive avec des dénutritions modérées au diagnostic de cancer du pancréas, par exemple, et qui vont commencer une trichimiothérapie. On sait que l'état ne va pas aller en s'améliorant avec la trichimio. Et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un retard souvent d'initiation de la nutrition artificielle et qui est souvent dû au fait que la question n'est pas abordée suffisamment tôt concernant les modalités de cette nutrition auprès des patients. Et donc, nous, on a vu que le fait, on a eu différentes versions de notre parcours de soins de support intégrés. Et dans la version 2.0, ce qu'on avait fait évoluer, c'était le fait que l'IPA aborde en consultation de post-annonce tout de suite les enjeux nutritionnels et les modalités de la nutrition artificielle pour que si elle est indiquée, on la débute dès la première cure de chimio et qu'on n'attende pas une cure ou deux cures et que l'état nutritionnel se soit encore dégradé. Et je pense que c'est ce retard à l'initiation qui est un des leviers sur lequel il faut que l'on joue pour améliorer l'état nutritionnel de nos patients. Et justement, les dénutris sévères, eux, on ne leur avait pas laissé le choix. On avait commencé d'emblée la nutrition artificielle et c'est probablement pour ça que leur trajectoire a été différente. Stéphane, je ne sais pas quel est ton ressenti. C'est le même, hein, et c'est vrai que personne n'accepte la sonde d'emblée. Et il y a toujours, moi, le nombre de patients qui me disent envie de réessayer, hein, si ça ne suffit pas, enfin, en espérant que ça suffise ou en espérant qu'il se fasse oublier. On ne sait pas la même situation en périop parce que tu as besoin, voilà, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Donc, il faut être capable de leur proposer de suite. Alors après, il y a la question où est-ce qu'on commence la nutrition parce que bon, il faut quand même éviter le risque de SRI. Donc, on prend des risques. C'est légal, mais on prend des risques en débutant la nutrition entérale à domicile. Mais voilà, il faut avoir la structure derrière pour assumer notre proposition. D'accord, merci. Donc, si je suis bien, pour les établissements qui n'auraient pas d'IPA, la temporalité est essentielle pour intervenir le plus précocement possible, idéalement juste après la consultation d'annonce. C'est ça. Après, ce message de sensibilisation chez nous, il est porté par l'IPA, mais ça peut l'être par la diète, par l'infirmière d'HDJ, par l'oncologue lui-même. En fait, le message, c'est de sensibiliser précocement et d'intervenir précocement. D'accord. Alors, une seconde question, comment mieux mettre en place une nutrition en post-opératoire, parfois oubliée, nutrition et immunonutrition d'ailleurs? Comment mieux mettre en place une nutrition en post-opératoire, parfois oubliée?
Alors, c'est un vrai problème, le post-opératoire. Nous, on l'avait constaté dans nos parcours parce que même si on essayait de bien suivre les patients en pré-op, on a toujours une zone grise après la chirurgie où le patient n'est plus entre nos mains. Et où des fois on les retrouve 4-6 semaines après la chirurgie avec moins 10, moins 15 kilos et on se dit que voilà, qu'il aurait pu avoir une intervention plus précoce et intensive, mais que pour le chirurgien, l'objectif était surtout la gestion des complications post-op et la nutrition a pu passer au second plan. Donc je pense qu'il y a un vrai travail pédagogique à faire auprès à la fois des chirurgiens, des équipes aussi de réanimation, parce que c'est souvent là que les patients sont hospitalisés dans ces cas-là en cas de complications. Et aussi, nous, du côté plus médical, de rattraper rapidement ces patients après leur sortie d'hospitalisation pour reprendre l'intervention qui, encore une fois, ne doit pas se limiter juste aux apports protéino-caloriques, même s'ils sont nécessaires, mais ça doit être combiné aussi avec la reprise de l'activité physique et qui est aussi un enjeu en post-opératoire. Ouais, c'est trouver le malade et le soigner là où il est. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect de la sonde, parce que Eras dit enlever la sonde. Enlever la sonde, sous-entendu, avant le réveil. Et on a ça d'un côté. D'autre côté, on a des collègues réanimateurs qui utilisent les sondes de Salem en PVC pour débuter la nutrition entérale. Ce qu'on ne recommande pas, mais quelque part, je pense que dans la balance bénéfice-risque, quelque part, moi, ça me choquerait moins qu'on débute l'entéral sur une sonde d'ESPI plutôt qu'on lui enlève pour après potentiellement la remettre derrière, en fait. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Cindy, là, comment dire, en salle de réveil ou en surveillance post-opératoire, on n'a pas accès. On n'a pas accès. Souvent en chirurgie, on n'a pas forcément un accès super facile. Et effectivement, si on attend d'être recontacté pour la prise en charge, on a perdu beaucoup de temps. Donc, l'essentiel, l'idéal, ce serait finalement de réussir à protocoliser pour que ces patients soient systématiquement remis entre les mains d'un référent nutrition au sein des établissements en post-opératoire. Idéalement, Idéal. ou que l'unité transversale, quand elle existe, puisse intervenir directement en post-op de malades qu'on lui aura référé avant, pour le coup. Hein, il ne s'agit pas d'aller braconner les malades à la sortie du bloc. Alors, une question qui sort de l'indication réglementaire de l'immunonutrition avec impact. Des études ont-elles été menées sur l'intérêt de l'immunonutrition en chirurgie urologique et particulièrement pour les cystectomies bricaires, pré-op et post-op? Bah, vous l'avez vu dans la dia dans la dia de 2023 là, de Nutrients sur de nouveau une méta-analyse et revue systématique. De manière globale, ce qui ressort régulièrement, c'est des effets sur des paramètres immunitaires. Je ne me rappelle plus si c'était le nombre de lymphocytes ou quelque chose de plus technique, mais il n'y a pas de manière globale de conséquences cliniques favorables décrites. Une autre question, enfin, un commentaire, puis une question. L'idée est donc de référencer l'oral impacté ou entéral en hospitalisation et de créer un protocole en interne pour la prescription de ces produits par les chirurgiens. Que pensez-vous d'intégrer l'immunonutrition dans l'arbre décisionnel du soin nutritionnel de la SFNCM? Tu veux répondre, Cindy? On n'a pas de représentant des recos SFNCM, de ma part, tu es dans le groupe des recos? Non, bah alors non, en fait, c'était le lab décisionnel, c'était. Ce qui date de la SFNEP, il date celui du péri-opératoire. Complètement, mais il reste tout à fait actuel. Ouais. Non, si je le changeais, je serais moins antiparentéraliste et je mettrais un peu ce qui est recommandé maintenant, c'est-à-dire si les apports oraux plus entéraux ne couvrent pas 50% des besoins, à ce moment-là, c'est pertinent de faire de la parentérale. Alors, évidemment, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, et Cindy vous a montré l'arbre décisionnel des guidelines pratiques chirurgie, nutrition de l'ESPEN. Et parce que pour celui de la SFNCM, il n'est pas spécifique de maladie. Si on commençait à mettre pathologie par pathologie,
à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour marquer, je dirais, la GPE dans le package pré-thérapeutique uniquement en cas de radio plus chimio, enfin plus chimio, puis radio couvrant 2 champs, quel cancer ORL, ça serait trop compliqué. Ça serait trop compliqué, malheureusement. Après, l'autre chose, c'est aujourd'hui, entre la consultation chirurgien anesthésiste, potentiellement de l'IDE ou potentiellement de l'IPA, idéalement de la diététicienne en pré-op, l'idée c'est que la semaine sur une chirurgie élective, elle se passe à la maison. Donc, autant l'impact entéral, ça me paraît majeur de l'avoir à l'hôpital, autant l'oral impact, justement, et cette prise en charge favorable en ville pour que justement ça se fasse à domicile. Après, on l'a également à l'hôpital parce que tous les patients, on a des patients qui vont être opérés et qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Mais voilà, je pense que par rapport à votre établissement, par rapport à l'hôpital privé du je ne sais pas la suite, Confluent peut-être, ça serait plutôt sur l'entéral. Tout à fait. Je pense qu'il y a deux parcours différents. Il y a vraiment la chirurgie colorectale qui est de plus en plus sur du J0, de l'ambulatoire, avec des temps d'hospitalisation extrêmement réduits. Et donc, en fait, finalement, ces patients-là, c'est plus de la pédagogie vis-à-vis des chirurgiens, parce que les chirurgiens sont très marqués par leur roco ERAS et ne lisent pas les roco ESPEN. Donc, c'est pour ça qu'on doit aussi diffuser les messages de l'autre côté. Et puis, il y a de l'autre côté le malade avec des chirurgies plus à risque qui se compliquent, qui passent par la réanimation, etc. Et là, c'est plus là d'essayer d'avoir un levier vis-à-vis des réanimateurs et des chirurgiens pour avoir des protocoles de prescription hospitaliers. Très bien, merci. Justement, en parlant des chirurgiens, d'après vous, sont-ils davantage sensibilisés maintenant et davantage sensibles à la diminution des infections de séjour, des infections et des durées de séjour et à la prise en charge nutritionnelle? Et ce n'est pas une question piège. Si. On parle en leur nom. Mais disons qu'on sait que dans la RAC, dans ERAS, ils ont des réflexes nutritionnels qui ont été instaurés. Maintenant, il y a des démarches de mise en place de parcours de préhabilitation par certaines équipes, mais toutes ne sont pas dans cette dynamique-là. Donc, je pense qu'il y a une grande hétérogénéité en fonction de la philosophie et de la sensibilité de certaines des différentes équipes chirurgicales. Il y en a qui sont vraiment dans une dynamique de mettre en place ces parcours multimodaux sur le long cours. Et puis, il y en a d'autres qui restent plus sur vraiment une temporalité immédiatement autour du geste et de je vois mon patient pour la chirurgie et je m'assure qu'il ressort vivant du bloc. Et moins dans cette vision plus sur le long terme. Et c'est sur ça qu'il faut réussir à travailler, à les sensibiliser. S'il y avait une meilleure valorisation peut-être en termes de cotation, de trucs comme ça, de ce type d'intervention, ça pourrait peut-être faire que les différents types de structures hospitalières favorisent leur développement. Là où, pour l'instant, c'est plus une question de sensibilité individuelle. Stéphane, tu en penses quoi, toi? Oui, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que le temps joue pour nous, globalement, mais très lentement. Très lentement. Je pense que non, ce qu'il faut, et je ne sais pas comment évoluent les choses par rapport à la T2A, etc., mais je pense que ça marche. La nutrition, en fait, elle a besoin de réglementation. Ce qui a aidé la nutrition, ça a été le codage. Tiens, ça rapporte de l'argent de coder la dénutrition, donc on va la chercher. Ça a été initialement le critère IPAX de la HAS. Ah oui, obligation de. Est-ce que l'état nutritionnel a été évalué? Parce que là, pour le coup, on est obligé de se rendre compte. On ne peut pas se voiler les yeux. Ce qui changerait peut-être les choses, ça serait que la réhospitalisation soit dans le forfait. Parce qu'on sait très bien, là aujourd'hui, c'est le nouveau. On fait toujours des choses sur les complications, mais c'est plus difficile. Par contre, là, on voit des grosses différences. Encore, c'est la durée de séjour et la réhospitalisation. Et donc, si on vous dit, ben voilà, on vous donne 2 000 € pour telle procédure chirurgicale, mais dedans, ça va comprendre. Aujourd'hui, le malade qui est hospitalisé, ben, il rapporte à nouveau. C'est ça. Si on le fait dans tous les trucs, là, ça va être, oulala, il faut être sûr qu'il ne soit pas réhospitalisé. Et donc, ça peut être de nouveau une aide. Très bien. Une demande de clarification par rapport à l'immunonutrition. Donc, selon ce que vous avez indiqué,
L'oral impact n'est donc pas indiqué pour les dénutris sévères ou point d'interrogation. Ils doivent avoir une prise en charge nutritionnelle et une nutrition artificielle classique. Et si ce patient a de l'immunonutrition, cela ne lui apporte a priori pas de bénéfice, mais est-ce que cela pourrait être délétère? Alors, au début, on disait, voilà, la nutrition pré-op, ils ne vont pas prendre 1 gramme, mais ça va changer les choses. Ça reste toujours vrai. Par contre, à partir des recos qu'a cité Cindy, donc le groupe nutritionnel, celle donc principalement de Cécile Chambrier et François Stark de 2010, là, on a dit très, très clairement, attention, le malade très dénutri, il ne faut pas l'opérer, voilà, complément nutritionnel, oral impact ou pas, il ne faut pas l'opérer au bout d'1 semaine, il faut le renourrir. Sinon, il y aura des complications, même s'il y a eu, alors est-ce qu'il y en aura moins? Peut-être, on espère, mais en tout cas, il y aura des complications. Donc, c'est pour ça que ça ne suffit pas. Et là, on part sur… Alors après, la renutrition, elle peut être avec l'impact entéral, hein, je veux dire. La seule chose, c'est que donc sur ces 4-5 grammes d'arginine qui ont été mis en évidence dans les études, on sait, il y a un souci qui est que comme c'est un précurseur du monoxyde d'azote, du NO, on a décrit chez des gens sceptiques qui ont des vasodilatations, on a décrit des hypovolémies et des chocs. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on dit en dehors d'un sepsis sévère dans les recommandations d'emploi. Pour autant, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de grands… Mais quelque part, je vais vous dire, on est tous aussi responsables financièrement par rapport à la société. Donc, quelque part, on ne s'attend pas pour un prix qui va être plus élevé. On ne s'attend pas à un bénéfice net comme on peut l'avoir chez un malade modérément ou légèrement ou non dénutri. Hein, en plus, si je ne m'abuse, c'est de l'iso-énergétique. C'est de l'iso-énergétique, donc aujourd'hui on a des produits à 2 kilocalories par millilitre. C'est quand même plus facile de renourrir un patient avec du 2 kilocal qu'avec du 1 kilocal. Voilà. Tout à fait. Je complète le protocole proposé, par exemple, en préopératoire pour les patients dénutris est à 1000 kilocalories préopératoire et en post-op, on est sur du 1500. Donc, effectivement, ne permet pas de couvrir les besoins nutritionnels. Il faut compléter, comme vous venez de le dire, Monsieur Schneider. Tout à fait. Il est 14 h, je prends une dernière question si vous m'autorisez et ensuite nous allons conclure. Donc, en post-opératoire, la prise d'oral impact est-elle recommandée dès la reprise alimentaire péros, même si le patient s'alimente peu et ne bénéficie pas de nutrition artificielle en soutien? Cindy, il n'y a que moi qui parle. Ça correspond en effet à ce qui est recommandé sur le péri-op, c'est de le reprendre en post-op quand la prise alimentaire devient possible et indépendamment en effet de son état nutritionnel. Du coup. Donc oui. Merci, il est 14h01, donc nous allons tenir le timing. Je vous remercie encore tous les deux pour la qualité de ces présentations et la clarté de vos propos. Merci à tous les participants qui nous ont rejoints, puisque cette thématique de la nutrition périopératoire, effectivement, au vu de l'évolution des pratiques, nous interpelle davantage. La place de l'immunonutrition avec les différentes controverses de ces dernières années, effectivement, tente à se clarifier. Merci encore à tous. Ce webinaire sera disponible en replay d'ici quelques semaines et disponible via vos délégués Nestlé Science. Encore merci et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir.